Bonjour, Monsieur Spiegel. Merci de nous avoir accordé une interview. Pour commencer, on va vous demander de vous présenter, vous, votre parcours et votre mouvement, afin d'éclairer nos abonnés qui ne vous connaîtraient pas. D'accord. Je suis Joe Spiegel, je suis né à Huningue, dans la région frontalière, en Sud-Alsace, frontalière avec la Suisse et l'Allemagne, dans une enfance heureuse où j'ai peut-être conquis la confiance qui est importante. Et c'est important par rapport à des millions de jeunes qui sont souvent largués, qui sont perdus. J'ai eu cette chance-là, cette confiance que j'ai aussi trouvée pendant mes études de prof d'éducation physique et sportive, notamment avec mon engagement en athlétisme sur 800 mètres. Ça a été un peu la colonne vertébrale qui m'a porté, qui a porté mes études, où j'ai beaucoup appris en matière de pédagogie, mais aussi sur la philosophie politique. Je suis issu d'une famille plutôt démocrate chrétienne, gaulliste. Et là, dans mes études, c'était la rupture avec notamment l'appropriation de la pensée de Freud, de Marx, tous ceux qui travaillent à la lutter contre les déterminismes et donc pour l'émancipation. Et pour moi, c'est un élément important. Et j'ai beaucoup appris aussi des pédagogues comme Maria Montessori, Célestin Freinet. Et je pense que la démocratie active ou la démocratie construction que je défends, elle est liée à cela. C'est-à-dire que la démocratie est à la démocratie active, ce que la pédagogie est à la pédagogie active. C'est-à-dire refuser de considérer les enfants comme des oies à gaver et donc refuser de considérer les citoyens comme des oies, comme des décisions à gaver qui viennent d'en haut, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'entre-soi, alors qu'il faut remettre le citoyen au cœur du processus de décision. Donc, ça a été pour moi très, très important d'avoir ce prérequis qui m'a permis ensuite de militer en tant que membre de l'UNEF, où je me souviens, avec d'autres, on a mis la fac en grève pour avoir des infrastructures dignes de ce nom à Nancy. Et 10 ans après, tout cela a été réalisé, comme quoi aussi la colère peut déboucher sur des décisions politiques. Et l'indignation, c'est une culture démocratique qui me paraît importante. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, à Nancy, je me suis formé à un métier assez remarquable, très riche, de prof d'éducation physique et sportive, que je militais au syndicat. Et quand je suis arrivé par hasard à Klingersheim, c'est une rencontre totalement improbable avec une commune que je ne connaissais pas. Eh bien, j'ai adhéré au Parti socialiste, à l'époque, qui était le parti de changer la vie. Mais il est clair que la vie a réussi à changer le Parti socialiste, que j'ai quitté dans les années 2015, au moment où j'ai refusé la Légion d'honneur aussi, parce que je considère que l'égalité démocratique, c'est le rôle des politiques, et donc on n'a pas à être honoré. C'est un contresens. Nous sommes des activateurs du vivre ensemble et la capacité de faire société. On n'est pas là pour être reconnu. La reconnaissance, la légitimité, elle vient de notre capacité à agir dans l'agir public et dans les décisions publiques d'une manière légitime. Alors justement, donc vous avez quitté le Parti socialiste en 2015, comme vous avez dit. Et donc, en quoi le projet de place publique d'aujourd'hui est-il meilleur que celui porté par le PS? D'abord, c'est une critique implicite d'un parti qui était à bout de souffle. Je ne lui souhaite pas de perdre pied, mais je pense que c'est Raphaël Glucksmann que j'ai rencontré à Kingersheim et qui m'a beaucoup interrogé sur l'écosystème démocratique que nous avons mis en place à Kingersheim après 25 ans d'aller-retour, de penser et d'agir. Et donc, il a pris en compte de tout cela. Et puis, j'ai compris aussi qu'il s'agissait à un moment donné de cofonder un parti politique qui s'appelle Place Publique, qui n'est pas un mot en isme, qui est donc un mouvement citoyen et politique qui se refuse à des certitudes, à des dogmes, mais qui est habité par des convictions. Et la conviction, les deux éléments importants qui sont l'ADN de Place Publique, c'est d'une part refuser le débat mortifère entre les post-libéraux et les nationalistes populistes. Et j'ai bien peur qu'on y retrouve. Et donc, comment sortir de ça? Et donc, on est des militants pour l'union de la gauche et des écologistes à partir de causes qui nous paraissent essentielles. Comment répondre à la fois à l'urgence démocratique, à l'urgence écologique et à l'urgence sociale. Il ne s'agit pas de répondre en additionnant les réponses, mais de construire un nouveau modèle politique, un nouveau logiciel politique, et notamment en permettant, en portant des causes, comme le fait Raphaël avec les Ouïghours, qui a réussi à mobiliser des centaines de milliers de jeunes
parce que défendre les Ouïghours, c'est aussi défendre la liberté chez nous, dans l'Occident, mais aussi avec Aurore Lalucq qui défend à l'Assemblée européenne le Green New Deal. Et donc, nous sommes d'abord des porteurs de cause, des bâtisseurs d'accords plutôt que des idéologues, avec l'idée d'une transformation radicale de notre société. Quand je dis radicale, c'est d'aller au fond des racines et de comprendre le monde tel qu'il est, tel qu'il avance. Alors, après, vous l'avez déjà évoqué en vous présentant, mais on revient en 2014 où on vous a proposé la Légion d'honneur, donc, et pourquoi l'avoir refusée? Pour quelles raisons précises? Parce qu'il n'appartient pas à un élu d'être honoré. Aujourd'hui, le rôle de l'élu va être très important à condition qu'il ne soit pas seulement décideur, mais aussi animateur du processus de décision. Et donc, le processus de décision, pour moi, passe par l'égalité démocratique. Comment on peut relier la singularité de chaque personne, unique et singulière au monde, à la communalité? Comment on va construire le commun, sinon par la réciprocité des échanges? Et donc, si on est des militants de l'égalité démocratique revisitée, tel que l'entend Pierre Rosanvallon, alors on n'a pas à être honoré, on n'a pas à être différencié. Et donc, c'est normalement que j'ai considéré que je n'ai pas à accepter la Légion d'honneur parce que nous sommes dans un système à bout de souffle et ça renvoie à tout un paradigme démocratique nouveau à construire. C'est difficile, mais c'est plus une option, c'est une obligation. D'accord. Donc maintenant, on continue donc sur votre parcours politique. Pendant 31 ans, vous avez été maire de Kingersheim. Et donc, pourquoi ne pas être représenté en 2020? D'abord, quand j'interviens dans les différentes conférences, je m'excuse de la contradiction dans laquelle je suis, parce que l'oxygénation de la démocratie, ça suppose un non-cumul de mandats dans le temps. Mais par ailleurs, j'ai aussi cheminé à travers ces cinq mandats pour mieux appréhender la crise démocratique et pour construire un écosystème qui permette de construire un renouveau démocratique, de permettre d'engager les citoyens au cœur des processus de décision. Et si j'ai arrêté au bout du 5e mandat, c'est parce qu'il y a un temps pour tout, que l'équipe en place poursuit sur la lancée, que l'administration est totalement en phase avec cela. Et donc, il y a un temps pour tout. Et mon temps de la retraite, c'est aujourd'hui plutôt celui de la transmission, celui de l'engagement au sein de places publiques, celui de répondre aux invitations des communes, grandes et petites, des collectifs citoyens, pour essayer de témoigner de cet écosystème, parce qu'il ne s'agit pas de peindre la démocratie d'un peu de participation, d'un zeste de consultation et parfois d'un petit budget participatif qui souvent est l'arbre qui cache la forêt de l'anesthésie démocratique. Donc voilà, c'est sans regret. J'ai préparé ce moment important de tourner la page de 31 ans d'engagement de la vie locale. D'ailleurs, j'ai eu aussi le bonheur d'être animateur en tant que président de la communauté commune de bassin potassique, donc de l'intercommunalité, comment coopérer selon le principe de subsidiarité, de faire ensemble ce que les communes seules ne peuvent pas faire. Et j'ai vécu une expérience avec les collègues élus, avec les mineurs, avec les instances locales, à la reconversion d'un bassin potassique, reconversion économique, reconversion écologique, reconversion sociale, qui, à mon sens, a été réussie. Puis j'ai aussi travaillé avec l'ensemble des élus de la communauté commune à nous saborder pour rassembler l'agglomération mulhousienne, dont la ville-centre était largement oubliée. Et donc, comment créer les conditions d'une coopération plus efficace qui réponde à la fois aux soucis des habitants, du territoire et du bien commun. Et cette démarche-là a été particulièrement édifiante, co-construite pendant 2 ans par les élus, parce que je pense qu'on aurait pu rester dans notre petit cercle, une petite communauté de communes de 50 000 habitants, mais l'enjeu du politique, c'est pas de se faire plaisir, c'est pas de vivre le pouvoir absolu tout le temps, c'est d'avoir en point de mire en permanence le souci de l'intérêt général. Et cette démarche-là, c'est une des démarches dont je suis le plus fier et qui met en avant aussi cette dimension que souvent on oublie, c'est qu'au fond, il faut organiser les pouvoirs locaux en fonction des territoires vécus par les habitants. Et l'intercommunalité porte des compétences très fortes, qui sont d'ailleurs des leviers très puissants pour un des premiers plans climat, air, énergie que nous avons développé en France et qui nous a permis, au bout de 10 ans d'engagement, à réduire de 35% la production de gaz à effet de serre, de travailler aux énergies renouvelables plus de 17% et réduire la consommation de 16%. Mais ça ne se fait pas par des discours et par des actes.
ça se fait notamment par une transition démocratique qui met en fait en relais, en réseau, tous les acteurs, et chacun prenant sa part, proportionnellement à la capacité d'agir. Et donc, l'anthropocène, qui est une forme de capitalocène, c'est quand même d'abord la responsabilité des 1% des plus riches, de ceux qui travaillent, qui détruisent la planète. Mais c'est aussi le souci de chacun d'entre vous. Pierre Rabhi parlait de colibri. Aujourd'hui, je parle de canadair, tellement il y a urgence pour éteindre l'incendie du climat, de la crise climatique. Alors, on sait que donc la démocratie, ça vous tient à cœur, et on reviendra un peu plus sur ce sujet. On reviendra un peu plus tard sur ce sujet, pardon. Et tout d'abord, maintenant que vous êtes un peu plus consacré à votre projet Place Publique, pourquoi ne pas présenter un candidat sous cette étiquette à l'élection présidentielle 2022? Il y a tellement profusion de candidats à gauche chez les écologistes, même si les écologistes ont révélé un candidat par une primaire, qu'aujourd'hui, Place Publique est complètement en phase avec la primaire populaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à dégager une candidature unique de la gauche et des écologistes. C'est mal barré pour le moment, mais nous sommes encore nombreux à y croire. Il y a quand même 180 000 personnes qui soutiennent la primaire populaire, qui consiste par un procédé d'un socle commun sur lequel nous avons travaillé, qui montre qu'il est possible, au-delà de divergences sur l'Europe, le productivisme et d'autres sujets, d'avancer et d'être capable de construire un récit. On n'a pas ce récit-là. Alors qu'on a perdu la bataille culturelle à gauche, alors qu'on a perdu les couches populaires, on n'a pas été foutu capable de construire un récit. Et je trouve que la dispersion de la gauche et des écologistes aujourd'hui est irresponsable. Quand on voit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'étiage de la gauche qui est sans doute la plus faible depuis 1965. Donc en fait, il y a une urgence, il y a une responsabilité, une éthique de dépasser les boutiques partisanes pour offrir une alternative, une vraie alternative au débat mortifère entre les libéraux et les nationalistes populistes, xénophobes. Alors, malgré les derniers sondages d'Ipsos ou d'Harris Interactive, par exemple, pensez-vous qu'un candidat de gauche peut gagner la présidentielle? Alors, évidemment, cette perspective, elle est souhaitée par beaucoup de militants et notamment peut-être par beaucoup d'abstentionnistes qui ne viennent plus voter parce qu'on se moque d'eux, parce qu'il n'y a pas de récit, parce qu'il n'y a pas de congruence entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. Et je pense que là, il y a un vivier important de gens qui sont quêteurs de sens, et ce sens, il faut qu'on le donne. Le sens de la gauche, c'est de se remettre à questionner le sens, les valeurs, la signification, la direction. Et aujourd'hui, d'abord dans un système d'une constitution qui montre ses limites, d'une 5e République qui montre ses limites, on voit bien qu'aujourd'hui, avec le système électoral, on voit bien qu'un candidat avec 20% peut gagner les élections au deuxième tour. Ça pose toute la question de la nécessité d'une démocratie continue, parce que comment convaincre les 80% qui n'adhèrent pas au projet initial du premier tour? Après, c'est un vote par défaut. Et donc, moi, je ne souhaite pas que la gauche gagne électoralement et perde immédiatement sur le terrain social, sur le terrain écologique et sur le terrain démocratique. Il faut que la gauche, si elle peut gagner, elle soit habitée par un vrai récit. Et peut-être est-il temps encore de le faire, de voir comment, du socle commun en 10 mesures, on peut fédérer, construire un récit qui rassemble, parce qu'on est quand même dans une société des individus qui a pris le pas sur la société de classe. À l'époque, on pouvait négocier, il y avait des intérêts partagés. Aujourd'hui, il y a une sorte d'instrumentalisation individualiste du combat social, qui est une nouvelle donne compliquée pour la gauche, qui veut dire égalité, qui veut dire solidarité, qui veut dire le sens du collectif. Donc, en un mot, évidemment, il faut qu'on se batte électoralement, bien sûr, et qu'on soit placé le mieux possible au premier tour, et éventuellement pour affronter un autre candidat au deuxième tour. Mais je pense profondément qu'au-delà de la cause immédiate des élections, il y a un travail de reconquête en profondeur qui est à faire et de créer une nouvelle espérance dans l'espace politique. C'est jouable, c'est possible. Il ne faut pas comparer avec l'Allemagne, mais on a vu qu'ils sont capables de s'entendre. Le SPD, les Verts, les libéraux qui n'ont pas dans la même démarche qu'en France. Il est possible de faire ça. Alors, j'imagine qu'à un moment donné,
avec la pression de primaire populaire, d'un conseil de rassemblement dans lequel on s'est inscrit, on puisse, avec d'autres, avec Taubira, avec d'autres, avec François Ruffin, avec Raphaël Glucksmann, avec Dominique Méda, Patrick Vivray et bien d'autres, essayer de convaincre les candidats qui font aujourd'hui campagne, mais qui jouent la division. Voilà. Est-ce que c'est la dynamique qui va créer l'union ou est-ce que c'est l'union qui va créer la dynamique? C'est évidemment une question qui reste posée. Alors maintenant, on va parler plus en détail de votre conception de la démocratie. Donc tout d'abord, d'après vous, qu'est-ce que la démocratie? Alors, je vais aborder la question de manière plus concrète. Quand on parle de démocratie participative, c'est comme si on allait faire la révolution démocratique. Or, moi, j'utilise plus la démocratie participative parce que ça veut dire la même chose. Par contre, j'ai mis en œuvre un concept qui s'appelle la démocratie construction. Parce que la démocratie, elle peut se faire sans construction, c'est-à-dire sans imaginer que toute décision est un processus. Ce n'est pas un simple avis, ce n'est pas une simple consultation. Tout processus, toute décision est un processus. Et pour atteindre la haute qualité démocratique, il faut qu'il soit interactif, il faut qu'il y ait une réciprocité des échanges, c'est ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Il faut qu'elle soit lente, moi je crois à la slow démocratie, pour accepter l'idée de la complexité. On voit bien le clivage entre ceux qui disent que les choses sont complexes, et elles sont toujours complexes, je l'ai vu en tant que maire, il n'y a pas un projet qui ne soit pas complexe, et ceux qui instrumentalisent le simplisme. Et puis, moi, dans mon idéal démocratique, la démocratie, c'est aussi partager l'idée de favoriser dans toutes les séquences démocratiques, dans toutes les décisions, le passage du je singulier au nous collectif, de l'intérêt particulier vers l'intérêt général. Il faut donc remettre la démocratie à la hauteur de sa promesse. Et moi, s'il y a une définition qui me parle en matière de démocratie, qui ne peut pas se réduire à un régime, qui ne peut pas se réduire à un bulletin de vote, qui ne peut pas se réduire à une consultation, c'est cette réflexion d'Hannah Arendt, la philosophe, qui disait que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. C'est tout le temps. C'est tous et tout le temps. Et donc, c'est un mode de vie. C'est la capacité de vivre ensemble. C'est la capacité de faire société. Et donc, ça change complètement l'idée qu'on peut se faire la démocratie, qui, en réalité, ne peut pas se suffire de la crise démocratique aujourd'hui, qui est une crise de la représentation. C'est-à-dire le fossé qui s'est creusé entre les représentants qui ne représentent plus et les représentés qui attendent d'être entendus, d'être écoutés et qui nous disent « il en a marre d'être dragué pour les élections et être oublié comme citoyen ». Et donc le pouvoir par le peuple, c'est en réalité, c'est comment passer du pouvoir sur des représentants au pouvoir avec. Ça suppose évidemment d'abord un autre rapport au pouvoir. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service ? Est-ce que je suis dans la pesanteur des passions tristes de la conquête du pouvoir ou dans la grâce de la coopération, du dialogue? Est-ce que je suis dans Eros, la vie, ou dans Thanatos, la mort? Et il y a tout cela qui traverse la question de la rénovation démocratique. Ça passe d'abord par un autre rapport au pouvoir. Et ça passe ensuite par des pratiques dans lesquelles, systématiquement, et c'est le projet qu'on a mis en œuvre à Kingersheim, dans une démocratie continue, qui se veut une démocratie de construction, d'associer les citoyens, mais aussi toutes les ressources de sens, d'intelligence et d'expertise au processus de décision des grands projets. Vous voyez, souvent, on limite la démocratie à une petite réunion de quartier, à un budget participatif. En réalité, les gens attendent aujourd'hui que sur les grandes décisions, eh bien, ils soient associés. Pas simplement pour avis, mais dans une co-construction. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que dans notre pays, même pour ceux qui s'essayent un tout petit peu à la rénovation démocratique, ils oublient qu'il y a 3 fonctions essentielles qui me paraissent essentielles. La fonction du débat, mais le débat n'est pas une décision. Il y a celle de la décision, mais le passage du débat à la décision, c'est la démocratie à la queue leu. On l'a vu avec le grand débat de Macron, on laisse parler les gens, parler tranquille, dites tout ce que vous voulez, mais je décide tout seul. Entre ces 2 fonctions, il y a une fonction que nous avons beaucoup élaborée à Kingersheim, qui est la fonction de co-construction qui s'exprime dans ce que j'appelle les conseils participatifs. Et ce qui me paraît original à Kingersheim, par rapport à d'autres instances qui sont des instances citoyennes à qui on donne souvent un os à ronger, ou qui sont juste en amont et qui sont oubliées dans les décisions. Je pense à la Convention citoyenne, qui est une démarche absolument remarquable,
mais on a bien vu le delta entre les conclusions et l'acceptation politique. Et pour refuser cela, eh bien, je me refuse, à Knigersheim depuis 20 ans, à décider en silo. D'un côté les élus, de l'autre côté les citoyens, etc. Et les conseils participatifs ont ceci de particulier, c'est que pour chaque projet différent, ils constituent dans une séquence démocratique la pierre angulaire du processus de décision. Quelle est la composition d'un conseil participatif? Des habitants volontaires qui se déplacent lors du forum débat qui institue la séquence démocratique, un collège des élus majoritaires et minoritaires, un collège des experts internes et externes, et un collège des organisations qui sont systématiquement oubliées. La désintermédiation est une des causes de la crise démocratique. Et quand on réunit un conseil participatif, dans cette composition d'hybridation des ressources de sens et d'intelligence, c'est la France en miniature qui se parle. C'est d'aborder le sujet avec des statuts différents, des compétences différentes et des regards différents. Et ces conseils participatifs ont ceci d'essentiel, c'est qu'ils doivent être décisifs pour la décision des élus. C'est ce que j'appelle le continuum démocratique. Et donc, la démocratie de construction est un dépassement par rapport à la démocratie directe, où très souvent on vote sans participer, ou la démocratie participative, où on participe sans voter. Et cette démarche de continuum démocratique, pour moi, est essentielle. Très souvent, il n'y a aucun impact entre ce qu'on donne à débattre aux habitants et la décision prise par les élus. C'est tellement vrai que symboliquement, sur les grands sujets, lorsque un conseil participatif est prêt, donc il y en a eu 40 sur 40 sujets différents sur les 10 dernières années, inscrites dans 40 séquences démocratiques différentes, eh bien, je mets cette question à l'ordre du jour du conseil municipal, je suspends la séance, je donne la parole aux représentants des 4 collèges qui ont travaillé de plein pied en fertilisant les points de vue différents, en construisant des compromis dynamiques, et ça c'est de l'intelligence collective, eh bien, de soumettre cela au conseil municipal qui très souvent prend cette décision comme on prend un fruit mûr. Et donc, même physiquement, c'est important. Et ça se fait dans une maison de la citoyenneté, qui est la première maison en France, qui a considéré qu'il était aussi important d'avoir un lieu de pratique démocratique qu'un lieu de formation, qu'un lieu de production, qu'un lieu de pratique sportive. Et donc, tout se tient dans le cadre d'un écosystème démocratique où la démocratie est présente partout, avec le souci de l'exigence, du parler vrai, de la congruence, de la simplicité, de la modestie de la part des élus. Mais j'insiste sur le fait de l'hybridation des ressources, parce que c'est important que dans ce pays qui ne se parle pas, qui ne s'écoute pas, qui décide en silo, eh bien que les habitants de plein pied, souvent majoritaires dans les 5 conseils participatifs, et pour nous c'est important, les élus à la fois engagés ou tirés au sort, les habitants engagés ou tirés au sort, eh bien puissent côtoyer les élus, les citoyens qui sont en responsabilité, et je n'oppose pas les citoyens en responsabilité et les citoyens engagés, c'est important qu'ils puissent apprendre des experts pour objectiver le processus de décision. Moi, je ne suis pas un démagogue comme ceux qui montrent du doigt les experts. On a besoin d'expertise et qui participent à la coproduction des propositions. Et on a besoin d'organisation, que ce soit les entreprises, les associations, les syndicats. Quand vous mettez tout ce monde ensemble, eh bien, vous êtes en capacité de coproduire. Et plus la pluralité est importante, l'idée de la représentativité, plus on est en capacité de construire des compromis dynamiques et de régulation du dialogue, ce que j'appelle le dialogue, en fait, ce que Hannah Arendt appelait le dialogue et la pluralité. Donc, si on comprend bien, donc la démocratie de construction n'existe pas ou n'est pas assez ancrée en France de nos jours. Et du coup, est-ce que, selon vous, dans un pays, quelque part dans le monde, il y a une véritable démocratie de construction? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, je pense à Porto Alegre, je pense à la Convention citoyenne en Islande pour construire la Constitution. Là, il y a des éléments très intéressants parce qu'on voit les éléments essentiels de la construction d'une décision. Malheureusement, les partis politiques en Islande ont refusé ce qui était remarquable. 1000 personnes tirées au sort, qui travaillent avec des experts, qui travaillent à des propositions. Avec la proposition à un comité de rédaction de rédiger ce qui se fait. Un passage par la plateforme pour que les gens puissent alimenter la réflexion. Puis ensuite, de faire des propositions et qui débouchent sur un référendum qui est une décision importante lorsqu'il s'agit d'une constitution. Et je verrais un effet comme essentiel dans la perspective d'un changement institutionnel et d'une autre république plus sociale, plus écologique, plus décentralisée, et bien que ça se passe non pas à partir de l'entre-soi de la discussion des élus,
qui ne sont pas propriétaires des institutions qui sont censées servir, mais à partir d'une convention citoyenne pour le renouveau démocratique ou d'une assemblée constituante, peu importe, on est assez d'accord là-dessus, la gauche et les écologistes, pour dire qu'il faut sortir de ce système-là. Il est à bout de souffle. La monarchie présidentielle entraîne toute une démarche de démocratie providentielle, descendante, anesthésiante, souvent infantilisante, là où il faut au contraire permettre un grandissement. C'est pour ça que la démocratie construction est aussi un grandissement personnel et collectif, une sorte de verticalité ascendante où on essaie de chercher le meilleur de soi-même pour construire du commun. La démocratie construction, c'est refaire du commun. Et c'est en ce sens, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ça nécessite du temps, ça nécessite une ingénierie démocratique. Et de ce point de vue-là, je trouve là aussi il y a un manque énorme dans nos collectivités, dans les services de l'État, partout. Il y a des ingénieurs dans tous les domaines, sauf dans celui qui consiste à construire des dialogues. Et ça ne s'improvise pas. Toutes les séquences démocratiques ont été préparées à Kingersheim par des équipes projets formées par un porteur politique, ou un ou deux porteurs politiques, par des porteurs techniques, un ou deux ou trois, et par des habitants qu'on appellera les agoracteurs. Et ils avaient comme mission de s'interroger pour chaque projet et donc pour chaque séquence démocratique sur les questions fondatrices de la démocratie. Comment associer, du point de vue de l'élu, comment associer les citoyens au processus de décision? Comment donc accepter l'idée de la complexité? Comment rentrer dans la complexité? Comment construire et coproduire de l'intérêt général dans une société atomisée, archipélisée? Comment construire du commun face à la multitude des avis et des envies? Comment créer de l'intelligence collective alors que les GAFA, dans leur face sombre, sont arc-boutés sur les clashs et sur les buzz et sur la culture de l'immédiat, de l'affrontement, alors qu'il faut en effet de la réflexion, il faut de la nuance, il faut de la capacité de construire des compromis dynamiques. Et puis comment susciter, accompagner, encourager le pouvoir d'agir des citoyens. On a créé un fonds d'initiative citoyenne lorsque nous avons lancé les États généraux permanents de la démocratie en 2004, pour dire que tout habitant qui se met en relation avec d'autres habitants et qui construit de l'intérêt général sera soutenu par la mairie. C'est un peu le précurseur des budgets participatifs. Mais ça suppose, si on ne veut pas faire du budget participatif un gadget, qu'on arrive en gros sur un 5% du budget qui soit mis à disposition des citoyens lorsqu'ils construisent un projet. Et ça veut dire aussi de la distanciation par rapport au rôle du politique. Et que les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique. Il y a tellement d'initiatives, tellement de bienveillance face au repli qui est engendré par la désillusion des politiques qui permet de changer le monde. Et ça, c'est un élément important. Il faut arrêter de penser que parce qu'on est politique, on est les seuls acteurs de transformation. Il faut au contraire, à travers une démocratie construction, permettre à chacun d'être acteur des transformations. Et pour moi, un espace public, c'est un espace de transformation. On est là pas simplement pour être élu, pour se faire plaisir et pour serrer les louches. On est là pour voir comment on peut construire des réponses concrètes sur la crise climatique et sur la crise sociale. Et cette question, elle doit partir du local comme expérimentation. Et beaucoup de communes sont là-dessus, à condition de ne pas considérer le local comme du bocal. Quand on a associé les habitants à la révision du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire une vision partagée de la ville, j'avais fixé comme point de départ l'idée que nous sommes une commune, mais on fait partie de la planète. Donc on a rejoint le local et le global. Et la seule parole que j'avais dite de sens au début de la séquence démocratique, tout est ouvert, à condition de ne pas oublier ça. Et que la commune de Kingersheim ne participera pas à l'accentuation du réchauffement climatique et à la destruction de la biodiversité. Donc vous voyez, c'est important d'avoir cette vision où le rôle du politique est de plus en plus un pourvoyeur de sens. Il doit être porteur d'une vision, d'expliquer, en fait, de partager le pourquoi, le pour qui, le pourquoi en deux mots, et puis d'être au bout de la chaîne les décideurs, parce qu'en effet, ils sont en situation, c'est la noblesse du politique à un moment donné de décider. Mais quand cette décision, elle est préparée par l'animation du processus de décision, elle reprend de la légitimité. Au fond, ce qu'il faut créer, il faut recréer les conditions de la confiance. On est dans une société de l'hyper-défiance. J'ai entendu récemment que 80% des Français pensent que les politiques prennent de mauvaises décisions. Et 50% d'entre eux pensent que ces décisions sont prises à dessein. Eh bien, quand la défiance est à ce point-là, il n'y a pas d'autre alternative qu'une démocratie continue, réelle et effective. Et qu'il faut le travailler de manière exigeante, dans le parler vrai,
mais aussi dans cette capacité de préparer une séquence de telle sorte que la décision est imprévisible et qu'elle sortira de l'intelligence collective. Alors justement, comment dans votre commune de Kingersheim, vous l'avez mise en place cette démocratie constructive? Comment ça s'est déroulé avec les habitants? Comment ça fonctionnait quand vous étiez maire? Mais alors en fait, ça s'est fait progressivement. Ma prise de conscience a été, je dirais, à l'issue du premier mandat. Il se trouve qu'on a été élu dans une commune, il avait manqué beaucoup d'équipements. Et on a beaucoup travaillé sur le thème Ensemble bougeons notre ville, à l'édification de projets structurants comme le centre de rencontre, d'échange et d'animation, une nouvelle école, le village des enfants et d'autres sujets. Et la prise de conscience de l'importance du pouvoir avec, ça s'est fait lors d'une réunion de quartier qui était un peu à l'époque l'alpha et l'oméga de la démocratie. D'ailleurs, pourquoi réunion de quartier et pas de réunion de cité, c'est-à-dire de la ville? Les citoyens, c'est les habitants de la cité. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, les habitants étaient tellement biberonnés à l'idée que ceux qui sont devant eux, le maire et les adjoints, décideront des grandes questions, qu'ils s'autocensurent et qu'il ne faut pas s'étonner que la multiplication des questions, c'était des problèmes de voisinage, de crottes de chiens, de gendarmes couchés. Et donc, cette relation de magicien-consommateur, de fournisseur-client, qui a comme horizon l'individu consommateur-électeur, eh bien, l'horizon qu'on doit donner, c'est la dignité du citoyen, c'est-à-dire qu'il est en capacité, dans les grandes décisions, d'être partie prenante du processus. Et donc, il y a une première prise de conscience. Et en 98, j'ai fait le pari d'aller rencontrer tous les habitants du mois de mai au mois de septembre en porte-à-porte, avec l'idée d'écouter et de dire aux habitants que la mairie est organisée en service public qui soit réactif. Donc, c'est le maire en tant que représentant de la mairie et de l'équipe municipale qui vous dit, voilà, on sera à votre écoute. Et c'est la première base de la grammaire démocratique. Et en même temps, j'ai profité de cette visite de tous les habitants pour leur remettre une consultation sur Parlons ensemble notre ville. On a eu 43% de retour. Ça veut dire que 43% des foyers ont passé une demi-heure à réfléchir sur l'avenir de la ville. Et on a fait derrière des restitutions villes qui ont rassemblé 3 fois 300 habitants. Donc je leur disais, voilà, maintenant on ne parle plus de crottes de chien, on ne parle pas de ceci, on ne parle pas de cela, on parle de culture, de sécurité, d'éducation. Et on a élevé le débat public. Et c'est le rôle du politique d'élever le débat public. Donc pour moi, c'était une première démarche où je sentais bien qu'en fait, il faut travailler à une offre démocratique qui soit complète et qui s'inscrive dans un écosystème. Et du coup, progressivement, on a créé un écosystème qui est basé sur 5 exigences. D'abord, il faut que la démocratie soit désirée. Il faut donc des moments comme celui-ci qui dit aux habitants que vous êtes importants dans l'intervalle des élections. Comme celui que nous avons organisé en 2004 avec les États généraux permanents de la démocratie pour dire que toute personne est capable de penser, de s'opposer, de construire des propositions et qui peut être coproducteur de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision. Et puis en 2011, nous avons dit Kingersheim ensemble, comment construire les conditions d'une ville créatrice de sens, de sobriété, de justice, de fraternité. Et en 2015, on a créé une nouvelle démarche, Agora 15-20, la démocratie continue, en mettant en avant comment susciter, comment trouver les gens qu'on ne voit pas d'habitude, les TLM. Et d'ailleurs, dans notre démarche de démocratie de projet, on ouvre largement le champ de la participation puisque chaque projet interpelle des habitants différents. Mais pour autant, on voit souvent quand même le risque des TLM de toujours les mêmes, notamment les retraités, qui sont un potentiel citoyen tout à fait remarquable, mais qui ne reflètent pas la pluralité. Donc, il faut rendre la démocratie désirable, de dire que c'est l'affaire aussi des habitants. La deuxième exigence, c'est de faire en sorte que la démocratie soit habitée par un état d'esprit permanent, ne pas décider à la place des gens. Mais aussi habiter, ça veut dire prendre soin de la démocratie, c'est donner un toit. Et c'est l'idée de la construction de la maison de la citoyenneté en 2006, qui est le lieu de toutes les ressources de sens, de tous les citoyens, des élus, des organisations, de toutes celles qui coproduisent de l'intérêt général, et qui est le lieu des 3 fonctions de la démocratie, celle du débat, de la co-construction et de la décision. C'est aussi le lieu de 3 cultures démocratiques qui s'ignorent, qui s'affrontent en permanence. La culture de l'indignation, qui est tellement importante, pour être capable de toujours s'indigner face au monde tel qu'il va. La culture de l'utopie, un autre monde est possible. Et la culture de la régulation, c'est-à-dire comment partir du principe de réalité, faire le courage de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Ouais, donc c'est important que
ces trois cultures qui d'habitude s'ignorent, on puisse les fertiliser. Et l'idéal démocratique, il est là, c'est-à-dire comment on peut trouver un débouché à l'indignation, comment trouver une réponse au rêve de changement, de transformation. Par quels moyens? Comment parler vrai au départ? Comment comprendre le réel d'une société qui a beaucoup changé aujourd'hui et qui crée de nouvelles règles démocratiques? Et donc, c'est important qu'on puisse, dans toute démarche, fertiliser ces trois cultures. Comme il paraît important aussi de faire en sorte qu'on ait une approche dialectique sur les trois sommets d'un triangle. D'une part, la personne, le collectif et les valeurs. Et quand on n'est que la personne sans le collectif et les valeurs, on est dans l'individualisme. Quand on est dans le collectif sans la personne et sans les valeurs, on est dans la foule de Platon. Et quand on est les valeurs sans la personne et sans le collectif, on est dans l'absolutisme, dans l'intégrisme. Donc c'est important qu'il y ait une fertilisation de ces trois éléments importants. Et donc c'est la démocratie habitée. Puis ensuite, la troisième exigence, c'est une démocratie continue. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est le principe même de ce qu'on a mis en œuvre à Kingersheim. Le principe est le suivant. Pour chaque projet mis en agenda dans le contrat municipal sur la base duquel nous sommes élus, pour chaque pétition qui arrive à la mairie, pour chaque projet qui serait porté par les citoyens, nous ouvrons une séquence démocratique qui a pour rôle d'être décisif pour la décision. Et elle passe toujours par l'information, le sens, par l'invitation à tous ceux qui souhaitent participer et à ceux qui sont concernés, l'organisation d'un forum débat qui institue la séquence démocratique et qui permet aux gens de mettre sur la table les peurs, les questions, les premières préoccupations. Et à l'issue de cette réunion, forum débat, qui est essentiel, je dis aux habitants, voilà, je suis votre élu, mais je n'ai pas la science infuse. Et donc, on va essayer de confier à un conseil participatif d'approfondir le sujet. Et ça, c'est le principe du continuum démocratique, de la démocratie continue, qui n'est pas une démocratie en continu avec des palabres sans fin, parce que derrière, il y a une décision préparée par les conseils participatifs. Et puis, l'autre exigence, c'est une démocratie édifiante. J'en ai parlé à travers les conseils participatifs. Simplement des conditions de réussite pour qu'un conseil participatif puisse avancer. La première condition, c'est la bonne représentativité. Il faut que personne soit oublié au festin démocratique. La deuxième condition, c'est la formation, c'est le retour à l'éducation populaire. Il faut qu'au début d'une séquence, on ait le même sens des mots, les mêmes niveaux de compréhension. Puis il y a une troisième condition qui est importante, c'est quel est le périmètre qu'on met en débat. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, le politique intervient aussi sur pas seulement le périmètre budgétaire, pas seulement sur les règles, mais quelles valeurs on défend. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre une démocratie construction qui serait bisounours et des valeurs qu'on peut porter. Voilà. Et puis enfin, la dernière exigence, c'est non seulement il s'agit de décider ensemble, c'est le titre de mon dernier livre, Nous avons décidé de décider ensemble, mais de permettre aussi aux habitants de se saisir des projets. Et c'est ainsi qu'on a créé des mises en situation qui se sont traduites là par un restaurant associatif, parce qu'on a soutenu financièrement un projet initié par un collectif. C'est là qu'on a soutenu la création d'un Fab Lab qui s'appelle Fala, faire avec les autres. C'est là qu'on a soutenu une initiative magnifique qui est le Noël recyclé à partir de projets qui sont à recycler, qui s'inscrivent dans une régénération et non pas dans le consumérisme absolu. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important parce qu'au fond, tout ça, c'est pour créer les conditions de la confiance. Et notamment, de relégitimer l'action publique et la décision publique. Et je crois que si on a eu la confiance des habitants à Kingersheim depuis 5 mandats, c'est que nous ne sommes jamais considérés comme légitimes par le seul fait des élections. Et que nous avons travaillé sur 4 formes de légitimité en permanence. D'abord, la légitimité de la promesse tenue, et qui répond à la question « Que fais-tu de mon bulletin de vote ?» La légitimité de l'efficience des politiques publiques, et qui pose la question « Que fais-tu de mon argent ?» La légitimité de l'éthique de l'action publique, le parler vrai, la congruence, l'intégrité, mais aussi la modestie, la simplicité, l'égalité, le refus de l'opacité. Et ça, c'est important. Et puis, la dernière légitimité, c'est la légitimité par le processus partagé de décision. Et c'est en ce sens que ça a ouvert tout le champ d'inventivité du renouveau démocratique dans ma commune. Je le dis très humblement parce que nous sommes au début de quelque chose et que malheureusement, la transition démocratique est d'une urgence forte, mais qu'il faudra du temps pour changer de mentalité,
pour changer globalement le système, puisqu'au fond, il s'agit aussi de ça. Je crois profondément que changer la démocratie, c'est d'abord changer de pratique et donc de rapport au pouvoir. C'est changer l'environnement favorable qui permet aux gens d'être éclairés, et ça commence par l'école, une école de la coopération plutôt de la compétition, de la compétition. Ça suppose peut-être aussi la généralisation du service civique pour retrouver le sens du commun. Ça se traduit aussi, par exemple, par la participation à des journées citoyennes. Ça se traduit enfin aussi par l'idée qu'il faudra changer les institutions. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a urgence d'un renouveau démocratique à partir d'une convention citoyenne qui redistribuera les éléments d'une nouvelle constitution plus solidaire, plus sociale, plus écologique, plus décentralisée. Alors, d'après l'expérience que vous avez eue dans votre commune, est-ce que les habitants, les citoyens se sentaient intéressés, étaient impliqués? Comment l'avez-vous perçu vis-à-vis d'eux? Alors, c'est un long chemin, c'est un travail de longue haleine parce qu'on a comme été biberonné à l'idée que le bulletin de vote était l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et ça crée en fait une forme d'anesthésie démocratique puisqu'on a bien vu que le vote n'est plus pertinent ou performant comme avant, avec le taux d'abstention. Et donc, l'idée, c'est qu'au fond, la démocratie, elle est continue, elle est permanente de l'intervalle des élections. Et donc, ce que nous avons cherché, c'est que pour chaque projet, par exemple la construction d'un parc public des Gravières, de la reconversion d'une friche sportive, par exemple l'aménagement du temps de l'enfant, ben, sur des sujets aussi divers, il faut créer le désir de participation. Et ça, c'est pas simple, parce qu'il y a des contraintes. Quand, par exemple, on procède au tirage au sort, il y a une personne sur 6 qui accepte, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs que pour la Convention citoyenne, mais c'est qu'une personne sur 6. Et un des freins, c'est bah non, mais moi je ne sais pas, je fais confiance au maire. L'autre frein, c'est le temps, la disponibilité. Donc il faut réfléchir à l'organisation des séquences démocratiques, notamment pour les familles, organiser les gardes d'enfants, etc. Et donc voilà, et ça, ça veut dire que ça doit nous interroger en permanence sur comment on peut créer ce désir de participation. Mais je rappelle aussi qu'un écosystème, c'est une offre. C'est-à-dire à qui veut la prendre. Et d'une certaine manière, je reconnais humblement que notre offre démocratique allait peut-être plus loin que la demande démocratique. Parce que la prise de conscience que j'avais il y a 25 ans de la crise démocratique, qui s'est révélée d'ailleurs dans les ronds-points de France par ce qu'on appelle les invisibles, de dire qu'au fond, on se moque de nous, quoi. Ça sert à quoi d'aller voter alors qu'on n'a rien à dire dans l'intervalle des élections, d'où le RIC, d'où le droit d'interpellation, des choses qui permettent d'oxygéner aussi un mandat électif. Donc oui, c'est pas gagné, et je dois reconnaître humblement qu'on a peut-être plutôt touché les inclus que ceux qui se sentent exclus. Et donc il y a vraiment à comprendre qu'il n'y aura pas de démocratie vivante s'il n'y a pas d'égalité sociale. Comment, en tout cas de justice sociale, comment demander à des gens qui sont sur des fins de mois difficiles de consacrer du temps au bien commun, comment considérer une transition écologique sans qu'elle soit sociale, et c'est bien le pari de Place Publique d'avoir compris que le logiciel, ce n'est pas un peu de social et un peu d'écologie, un peu de démocratie, c'est que les trois choses doivent se relier. Et c'est un travail qui est devant nous. On essaie humblement de le faire à Kingersheim avec les freins que je viens de rappeler, avec l'échec, c'est qu'au bout du compte, il n'y a pas beaucoup plus de votants que dans les autres communes, mais l'objectif, ça ne doit pas être un objectif électoral, même si dans la durée, ça donne un habitus démocratique qui donnera envie de voter. Ce dont je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a créé les conditions de la confiance et que le résultat électoral est inversement proportionnel aux élections nationales, qui votent sur une autre sensibilité politique que la mienne, mais ça veut dire qu'on a pu rassembler au-delà des clivages sur des sensibilités qui prennent acte de projets concrets. Et moi, j'ai toujours refusé d'être dans le champ politicien. Je veux dire, comment on passe de valeurs métapolitiques sur lesquelles on est absent vers la réalisation de choses concrètes. Comment on va porter des causes concrètement avec les habitants. Et c'est ça qui est peut-être un des éléments forts de Place Publique. Et donc, selon vous, est-ce que ce système est transposable à l'échelle nationale? Merci de cette question, parce que c'est la première question qu'on me pose lorsque j'interviens sur ce sujet.
c'est le changement d'échelle. Dès lors qu'on est sur une démocratie de projet, parce que vous avez compris qu'en fait, pour chaque projet structurant, il y a une séquence démocratique qui s'ouvre, rien n'empêche, à quelque échelle que ce soit, de travailler sur une même démarche, c'est-à-dire de faire éclore, émanciper une grammaire démocratique qui commence d'abord par la capacité de se mettre à l'écoute. Il y a des plateformes pour prendre en compte, il y a des consultations, il y a de se mettre à l'écoute concrètement, comment créer les conditions d'un débat diversifié, même si c'est sur l'ensemble du territoire national, surtout comment ne pas passer du débat à la décision sans passer par des instances de concertation, de co-construction, de coproduction qui sont les conseils participatifs. On peut l'imaginer sur des thèmes nationaux, on peut l'imaginer à l'échelle régionale, on peut l'imaginer sur l'échelle départementale. Je reconnais que la condition sine qua non, c'est que chacun joue le jeu. C'est que la démocratie construction, ben c'est l'inverse de ce qui fait aujourd'hui cours de récréation dans l'approche politicienne et qui limite, comment dire, la dimension électorale, qui s'appuie souvent sur les ingrédients commerciaux de la séduction, de la caricature et de la posture. Et si on est dans la séduction, de la caricature, de la posture, on n'est pas dans le conseil participatif. Donc c'est profondément subversif. Ça ne fera pas forcément plaisir aux approches partisanes. Mais ça veut dire qu'il y a des approches partisanes qui peuvent se relier dans l'arc écologique humaniste, qui peuvent parfaitement se construire et se fertiliser. Donc, je crois qu'il y a là vraiment une dimension d'exigence démocratique. Alors maintenant, au vu de l'actualité politique, au vu de la montée des extrêmes et notamment l'extrême droite, est-ce que celle-ci est selon vous un danger pour la démocratie? À l'évidence. Et c'est pas seulement un danger, c'est que toutes les digues sont en train de sauter. Quand des gens comme Zemmour ou Ciotti passent leur journée à parler du grand remplacement, à jouer le repli identitaire, quand les questions de l'identité peuvent s'apprivoiser que dans une perspective de 360 degrés d'ouverture, que le vivre ensemble passe aussi par les différences en tenant compte que chacun est semblable, eh bien, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une régression sur le plan culturel, une défaite culturelle de la gauche, et il est temps de revenir à des valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs de la République, qui sont celles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Je m'étonne de voir comment des élus qui portent ce message de repli puissent parler de fraternité, qui puissent parler même d'appartenance judéo-chrétienne. C'est à hurler, tellement aujourd'hui, cette dimension me fait peur. Je pense qu'il y a d'ailleurs des électorats différents dans l'extrême droite, des électorats très idéologisés de l'élite qui soutient Zemmour, même s'il y a aussi une partie de la couche populaire, et une couche populaire qui a déserté d'ailleurs les partis de gouvernement classiques pour le Rassemblement national pour dire leur colère. Mais je pense que la montée en puissance de Zemmour-Le Pen est aussi liée à la déliquescence de la façon de la promesse de gauche. Et celle-ci, il faut la retravailler, il faut la revisiter. La gauche du gouvernement a manqué lorsqu'elle s'est trop identifiée à l'État, lorsqu'elle s'est défiée de la société, lorsqu'elle a fait la politique dans la seule représentation, alors que la démocratie est en crise de représentation. Donc, évidemment, ça me fait peur. Et évidemment, et ça ne suppose pas que l'adversaire soit simplement celui du représentant libéral. Ça doit être une vraie alternative entre les xénophobes et ceux qui sont capables de rassembler dans l'esprit de la République. Et est-ce que, selon vous, ce clivage entre gauche et droite est toujours pertinent? Et si oui, où est-ce que vous vous placez? Ben, à l'évidence, plus il diminue, plus il laisse la place à l'extrême. Parce qu'au fond, on n'a pas fait la démonstration qu'il y a vraiment de vrais changements et que depuis 30 ans, à partir notamment de la note de Terranova qui avait souhaité que la gauche soit plutôt sur le sociétal que sur le social, on a perdu les couches populaires et on a perdu en même temps la bataille culturelle, dès lors que Fabius disait que les questions du Front National étaient des questions importantes, mais que les réponses étaient fausses. Dès lors, on est rentré dans un agenda qui est aujourd'hui porté par l'extrême droite et par la droite extrême. C'est-à-dire que la question de l'identité a pris
le pas sur la question du partage, de l'égalité et de la fraternité. Évidemment, je me situe à gauche. Je suis un homme profondément de transformation. Je crois que cette question de clivage ne m'empêche pas d'être un rassembleur, y compris dans ma commune, et qu'il faut savoir parfois dépasser des clivages dans l'arc démocrate républicain pour avancer sur des compromis. Mais je crois profondément qu'auparavant, il faut que la gauche se redéfinisse. Et c'est le sens de mon adhésion et de la cofondation que j'ai faite avec Raphaël Glucksmann de Place Publique. Il faut redonner du sens. Il faut qu'on soit des quêteurs de sens pour refonder la base d'une gauche d'émancipation. Alors maintenant, pour terminer cette interview, on va vous montrer une caricature que vous pouvez voir normalement dans les messages. La démocratie a disparu. Voilà, alors du coup, on vous présente pour terminer cette interview cette caricature, la démocratie a disparu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux personnages et il est question ici du 49.3. Donc, est-ce que selon vous, le 49.3 est antidémocratique? Je suppose que oui, mais expliquez-nous pourquoi. C'est toujours un échec pour un gouvernement de passer par le 49.3 parce que c'est une forme de déni de la démocratie. Elle n'a pas réussi parce que c'est aussi une forme de culture politique en France de dépasser un certain nombre de clivages, de dépasser les postures politiciennes pour construire des accords. Rocard a essayé de le faire très souvent. Je pense qu'une personne comme Pierre Mendès France était dans cette capacité-là. Et donc, le 49.3, c'est l'échec de la démocratie. Mais ce n'est pas seulement un échec de personnes et de personnel politique, c'est un échec des institutions. Et ça renvoie peut-être à l'idée que le mode de scrutin législatif doit changer, et qu'il faut qu'il y ait plus de représentativité, de représentation, et que, par exemple, une proportionnelle à 2 tours permet d'avoir à la fois une majorité et en même temps une représentation, et donc de travailler sur des coalitions, sur des projets d'idées, sur des projets différents. Et tant qu'il n'y a pas ça, on sera dans le tout ou rien, et que l'opposition sera là pour s'opposer, et la majorité pour décider et pour passer en force. Donc c'est en fait le syndrome d'une démocratie et d'un édifice institutionnel et d'un mode de désignation qu'il faudra changer. Alors merci Joe Spiegel pour votre temps accordé. Donc cette interview touche à sa fin. Si vous avez quelques mots pour finir, peut-être. Le mot, c'est que de vous remercier. Vous êtes jeune et je crois beaucoup, comme Raphaël Glucksmann l'a écrit dans son dernier livre, La lettre à la génération qui va tout changer. C'est un acte de confiance en la jeunesse et un acte de confiance à une équipe comme la vôtre qui, très jeune, s'intéresse à la politique et qui, très jeune, s'intéresse à la question démocratique, et je voulais vous en remercier. Merci à vous. Merci Joe Spiegel. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.